Bonjour, alors aujourd'hui nous allons vous parler du droit des animaux et de l'évolution du statut de l'animal. Nous avions déjà évoqué la jurisprudence et les différents textes qui régissent le droit des animaux. Il y a effectivement des articles qui sont mentionnés dans le code rural, également dans le code pénal et bien évidemment dans le code civil. Alors, ce qui est important aujourd'hui de développer par rapport à l'actualité et à la jurisprudence récente, c'est de partir sur l'article 515-14 du Code civil qui dispose que l'animal est un être vivant doué de sensibilité. Donc ça, c'est un élément extrêmement important puisque dans le Code civil auparavant, effectivement, l'animal était considéré exclusivement comme un bien et n'était pas doué, en tout cas, de cette capacité de sensibilité que lui octroie aujourd'hui le Code civil. Alors, bien évidemment, le législateur n'est pas allé au bout du processus puisque l'animal n'a pas de personnalité juridique à proprement parler et se situe dans la partie du Code civil juste avant la partie destinée au bien, ce qui donne à l'animal un statut un petit peu hybride, qui n'est ni un animal avec une personnalité juridique au sens de sujet de droit, ni l'animal comme étant un bien, comme peut l'être bien évidemment une chaise ou une table. Donc aujourd'hui, voilà quel est le statut juridique de l'animal au niveau civil. Alors ce qui est important effectivement de rappeler, c'est que nous avons une partie ordinale, c'est-à-dire une partie lorsque un particulier veut actionner la chambre disciplinaire de l'ordre des vétérinaires pour faire reconnaître une éventuelle faute déontologique du vétérinaire. Il y a également ce maillage qui se crée, code rural, code pénal, code civil et également l'aspect déontologique. Alors ce qui me semble important aujourd'hui, c'est cette évolution du statut de l'animal. Il y a eu, nous l'avions évoqué brièvement, une décision très importante du tribunal correctionnel de Lille de 2024 qui a octroyé à l'animal un préjudice dit préjudice animalier. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est souché sur la jurisprudence du Code de l'environnement et notamment du procès Erika qui avait là encore dans un premier temps déjà octroyé un préjudice et des dommages et intérêts à un préjudice de l'environnement, un préjudice écologique. Eh bien c'est cette jurisprudence-là qui s'est appliquée dans la décision du tribunal correctionnel de Lille de 2024 à l'animal, en ce que cet animal qui avait été maltraité et qui en est d'ailleurs décédé, eh bien les juges lui ont octroyé ce fameux préjudice animalier. C'est une première en France, donc c'est extrêmement important, avec des dommages et intérêts qui bien évidemment ont été versés à l'association de défense de protection des animaux, puisque l'animal n'ayant pas de personnalité juridique ne peut pas recevoir bien évidemment une indemnisation, et puis avec son statut d'animal, bien évidemment, il ne le pourrait pas. Mais symboliquement et juridiquement surtout, c'est une évolution extrêmement importante qui pourrait, là encore, si le législateur venait à s'en saisir, eh bien, modifier le statut de l'animal pour aboutir, pourquoi pas, à une forme de personnalité juridique de l'animal. D'ailleurs, je rebondis là-dessus, il y a eu récemment France entière, mais au niveau européen surtout, la Déclaration européenne des droits de l'animal, portée par les professeurs Marguenot et Leroy, qui sont à l'origine de ce texte, et qui, là encore, tendent à octroyer une certaine forme de personnalité juridique à l'animal, distincte et propre à l'animal. Donc ce qui me semblait effectivement important aujourd'hui par rapport à ce maillage très serré juridique et quelque part à cet étau qui se resserre dans le bon sens du terme vers une personnalité juridique de l'animal et vers une reconnaissance du préjudice animalier, eh bien il y a une décision qui a été rendue il y a à peu près un mois dans un dossier que j'ai plaidé devant la cour d'Aix-en-Provence. C'était un dossier relevant de la juridiction de l'ordre des vétérinaires pour un défaut de conseil, en l'occurrence un défaut de consentement éclairé, qui avait amené au décès, notamment par rapport aux soins, et etc. Dans le cas de ce dossier, je ne vais pas rentrer dans les détails, à la condamnation du vétérinaire. Alors, ce qui est important dans cette décision, surtout, c'est la motivation. J'avais plaidé dans ce dossier sur un arrêt Delgado. L'arrêt Delgado est un arrêt qui a été rendu en 2015. Donc là, c'est important également, la chronologie. La loi de février 2015 a créé l'article 515-14 du Code civil dont je parlais tout à l'heure, qui octroie à l'animal le fait d'être un être sensible
et donc doué de sensibilité. Dans la foulée, cet arrêt Delgado a été rendu par la Chambre civile de la Cour de cassation en 2015 également. Et cet arrêt est fondamental en droit des animaux, puisque que nous dit l'arrêt Delgado dans sa motivation? Les juges nous disent effectivement que l'animal est un être individualisé et irremplaçable par un autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, parce que c'est un animal, dire finalement votre animal est décédé, vous n'avez qu'à en acheter un autre. Donc ça c'est extrêmement important parce que c'est l'argumentation que j'ai soutenue devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puisque le vétérinaire de dire qu'il avait expliqué aux propriétaires les éventuels risques dans un premier temps lorsqu'ils avaient apporté le premier animal, qui se trouvait être le frère de l'animal décédé, et le vétérinaire avait pour argumentation de dire qu'il avait déjà donné les explications nécessaires au consentement éclairé, et finalement de dire qu'un animal ou un autre, c'était la même chose. Donc la décision qui a été rendue et qui condamne le vétérinaire, je le rappelle, est extrêmement importante parce qu'elle est vraiment souchée sur le fait que les dispositions du Code civil, mais également et surtout la jurisprudence Delgado sont applicables en l'espèce. C'est ce que j'ai plaidé, le juge l'a retenu en disant que non, un animal n'était pas interchangeable, mais tout au contraire était un être individualisés et indépendants les uns des autres, et que l'on ne pouvait pas se contenter de dire que finalement les explications qui avaient été données pour un animal valaient pour un autre. Voilà, donc c'est vrai que l'évolution du statut de l'animal, c'est par des décisions comme ça petit à petit qu'il va arriver, nous l'espérons, à pouvoir modifier et changer ce statut de l'animal, et pourquoi pas un jour par des textes comme la Déclaration européenne des droits de l'animal ou par des décisions qui sont rendues que ce soit par un tribunal correctionnel comme la décision dont je vous ai parlé tout à l'heure de 2024 à Lille, ou celle-ci dans le cadre d'une chambre ordinale, toutes ces décisions-là, tout ce maillage-là qui se serre de plus en plus, va pouvoir, nous l'espérons en tout cas, arriver un jour à ce que nous puissions reconnaître le préjudice animalier de façon automatique et systématique et pouvoir octroyer, pourquoi pas, une certaine forme de personnalité juridique à l'animal. Voilà, c'est ce que nous espérons en tout cas, c'est l'évolution que nous souhaitons pour le droit des animaux, nous qui sommes devant les tribunaux pour faire valoir le droit et la parole des animaux, leur voix, surtout lorsqu'ils sont bien évidemment décédés des suites de maltraitance par exemple. Voilà, les condamnations qui sont apportées aujourd'hui deviennent de plus en plus sévères, il y a des condamnations de prison avec sursis, des peines d'amende et surtout des interdictions de détenir un animal, parfois à vie. Voilà, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, faire en sorte que plus aucun animal ne puisse se retrouver malheureusement entre les mains d'une personne qui a été condamnée pour maltraitance.